Weinweib-Interview. Hier wird Wein zur Bühne spannender Gespräche. Donc alors, bienvenue à la tonnellerie, bienvenue donc sur le parc à bois de la tonnellerie. Donc pour expliquer un petit peu, nous on a créé la tonnellerie donc, en 2023, donc c'est tout récent. Ouais. On a commencé la vendange 2023 et pourquoi on a décidé de créer la tonnellerie, c'était surtout de pouvoir reproposer le chêne suisse à une consommation locale. Donc 100% de notre approvisionnement de bois se fait en Suisse. Voilà. Donc on va travailler essentiellement du chêne. Et donc le chêne, de par sa structure, il a un peu de mal à pousser en altitude. Donc au-delà de 600, 700 mètres d'altitude, il est un petit peu frileux, il est un peu froid. Donc en fait, on vient profiter, nous, de la barrière jurassienne, on vient profiter du Jura. Oui. Et donc on achète sur tout le plateau suisse. Donc on part depuis Genève jusqu'à Constance, en passant par Payerne et Neuchâtel pour acheter nos bois. Voilà. Donc les forêts, elles sont gérées par des ingénieurs. Oui. Eux, ils décident de ce qu'ils vont couper dans l'année. Ensuite, ils coupent. Et puis nous, à ce moment-là, on vient faire les achats. Donc les bois sont déjà ce qu'on appelle en bord de route. Donc ils sont posés, il n'y a plus les branches. Oui, Hop, oui, et comme oui. ça, nous, on peut regarder la qualité du bois. Puisque c'est très important pour nous. Tout ce qui va être les nœuds, donc les branches, les petites excroissances. Ça va créer justement des nœuds. Et ces nœuds, malheureusement, ils vont amener l'eau, enfin le vin va pouvoir passer dans ces nœuds. Oui. Ça fait vraiment, ça ressort, donc c'est problématique, puisque les vignerons, ils n'aiment pas trop ça, quand ça fuit. Et aussi, par exemple, tous les arbres qui vont tourner un peu sur eux-mêmes, ça va être un peu problématique pour nous. Donc, nous, on est très vigilants sur la qualité du bois, on est plutôt dans le haut de la chaîne alimentaire. Et une fois qu'on a décidé de ce qu'on voulait acheter, ça repart, c'est la seule étape qui se fait en France, ça part à Champagnole, voilà, juste de l'autre côté du Jura, Oui. où c'est travailler dans une méranderie, puisqu'on ne travaille pas avec des scieurs, mais avec des mérandiers. Ok. Puisque donc ici, ce n'est pas une planche, mais un mérin. La différence, c'est que c'est du bois qui est fendu. Oui. Donc, si on travaille en menuiserie, par exemple, Oui. on va prendre l'arbre, et puis cet arbre-là, on va le couper dans la longueur. On va faire ce Oui. qu'on appelle du débit en plot, Oui. donc on va avoir des plateaux. Nous, on ne va pas travailler comme ça. Donc, l'arbre, on va le recouper en billons, donc à peu près 1 mètre, 1 m 10. Ok. Et ce billon, on va venir le fendre. Ouais. Et on va obtenir des quartiers. Ah, ok. Et Ok, dans ces oui. quartiers, on va venir scier. Uh-huh. Et en fait, ça, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir toujours la même orientation du bois par rapport au cœur de l'arbre. Ah, et parce que comme ça, tu n'as pas des changements de la direction. Exactement. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si un arbre il tourne sur lui-même, Oui, c'est problématique parce qu'il sera bien en haut oui, et en bas il sera plus bon, il sera décalé. oui, Voilà. oui. Ok, d'accord. Et donc si on regarde ici, donc toutes les lignes qui traversent comme ça, hop, la largeur de la pièce, là comme ça, qui s'ouvre un peu aussi. Oui. Donc ça, c'est les rayons médulaires. C'est ce qui part depuis le centre vers l'extérieur. Donc ça, c'est la structure de l'arbre. Mhm. Et en fait, ça, c'est super important puisque ça vient nous faire un effet de barrage au liquide. Donc ça fait que le bois il aura moins tendance à laisser le liquide passer, il sera moins poreux. Et après, dans ce sens-là, on voit d'autres petites lignes qui sont dans l'épaisseur du bois. Hop, là, on les voit un peu mieux. Ah oui, oui, Où est-ce qu'on en voit bien? Ici, là, on le voit bien aussi. ici. Ouais, exactement, en fait. Oui. Tac. Donc, elles C'est partent- l'âge de l'arbre. Exactement. Et ça, du coup, c'est l'âge de l'arbre. Ouais. Donc, si on regarde, elles ont toutes le même profil. Donc ça, c'est super important pour nous, puisque cet ensemble-là permet d'avoir des bois qui seront adéquats à l'utilisation de la tonnellerie. Ok. Donc une fois que ça a été transformé donc, par les maranderies, Mhm. donc on a obtenu nos mérins, à ce moment-là, on les remet ici, à l'air libre, ouais, c'est pas couvert, et ça passe 2 ans au minimum dehors. Ok. Et pourquoi dehors et pas Couvert. Couvert, ouais. Ouais. Puisque en fait le chêne il est tannique, donc il y a du tanin Oui, dedans. oui, oui.
Sauf qu'au début, c'est vraiment ce qu'on va appeler des tanins verts. Donc, c'est des tanins lourds, des tanins âpres, amers en Ouais, bouche. Donc, on ouais, n'a pas envie de les retrouver ouais. dans son vin. Et là, le fait de les laisser comme ça, il va y avoir l'eau qui va tomber dessus Uh-huh. et ça va venir lessiver, tirer en fait les tanins. Ça va venir enlever les tanins du bois. Eh ben c'est cool. C'est pour ça qu'on est obligé de les garder un peu en air libre avant de s'en servir. Ouais. Parce que sinon, on va vraiment avoir un profil aromatique Oui. qui ne sera Oui. pas réussi. Et donc, c'est pour ça c'est au moins 2 ans. Au bout de 2 ans, on estime que tous ces tanins verts, lourds, Mhm. ils vont être déversés. Oui. Et à l'inverse, il ne nous reste plus que les tanins fins, les tanins qui sont délicats, qui eux sont recherchés pour l'élevage des vins. Oui. Voilà. Oui. Ah, c'est vraiment cool. Alors, donc maintenant, on se retrouve 2 ans après le début du travail du bois. Donc, on l'a laissé sécher pendant ces 2 ans, on l'a laissé se reposer. Et maintenant, on va venir le transformer. Donc, on se souvient de la planchette à quoi elle ressemblait en bas. Et maintenant, ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va venir donc, le recouper à bonne longueur par rapport au litrage qu'on veut faire. Ensuite, on va venir faire juste ici le dosage. Donc, c'est juste un léger arrondi pour faire le rond du tonneau. La même chose à l'intérieur, on vient creuser un petit peu. Et après, juste ici, on voit qu'on a des angles qui se dessinent. Donc, on a des angles. Et en fait, ces angles, ils sont rayonnants. Donc, c'est-à-dire que on a le tonneau, il y a forcément un point de centre. Ouais. Et en fait, tous ces angles, ils redonnent vers le point de centre. Ah, vers le bas. Ah, ok. Donc, si on trace une ligne, tac, on revient au point de centre du tonneau. Oui. Et ce qui fait que c'est la base de la tonnellerie. Donc, quand on va venir écraser les cercles dessus, comme elles ont toutes le même point de chute, Oui. elles vont venir se compresser, s'écraser les unes les autres. Oui. Et c'est ça qui va faire l'étanchéité. Parce que naturellement, quand on travaille dans l'alimentaire, on ne va pas mettre de colle ou de scellement chimique X ou Y, mais uniquement la pression des cercles vient faire l'étanchéité du tonneau. Oui. Oui. Ensuite, on voit ici qu'on est un petit peu plus large qu'en tête. Et ça nous permet d'avoir la forme arrondie du tonneau avec Comme un ça. diamètre qui est plus grand ici. Oui. Ici. Voilà. C'est incroyable que ça est fait seulement avec la pression et rien plus. Ouais, vraiment, c'est juste de C'est magique. la compression. Et donc maintenant, une fois qu'on en a préparé suffisamment, on va pouvoir passer au montage. Donc, on a un cercle avec une clé qui va, elle, se mettre en butée contre la surépaisseur du cercle. Et le but du jeu, ça va être de maintenir la pression contre la clé tout du long. Ok. Tac. Er hat im Fall vorher, als er das hat auseinandergenommen hat, hat er immer 3 Leistchen genommen und die 3 Leistchen haben je eine andere Grösse. So, insgesamt wiederholt sich das, aber also ich sehe es jetzt gut, die verschiedenen Grössen, aber oh, da sieht man, oh, ich mache das. Ich sollte das ja auf Deutsch machen. Also, ich fange noch mal an. Die Leisten, die er auseinandergenommen hat vorher, um uns zu zeigen, wie das Barrique zusammengebaut wird. Da haben jeweils 3 Leisten, haben eine andere Größe und die werden dann in der richtigen Reihenfolge von ihm eingesetzt. Und es ist alles Handarbeit. Et puis la dernière, qui vient se mettre
Voilà. Waouh! C'est ultra précision. Tac. Tac. Et là, attention, je vais faire un petit peu de bruit. OK. Hop, voilà. Alors. Et maintenant, bah, comme je disais tout à l'heure, juste la compression des cercles. Et puis là, on peut faire ce qu'on veut. Hein, on peut voilà, même on peut le faire tomber. Wow. Il ne bougera pas. Donc ça, voilà, c'est vraiment le début de la barrique. Bon, maintenant, c'est pas encore très pratique pour mettre du liquide dedans. Donc là, on va passer à la chauffe. Oui. Donc, on va mettre un brasero au milieu, donc, dans lequel on va allumer le feu. On va venir arroser le tonneau. Et le but du jeu, ça va venir en fait, de faire monter la température du tonneau, de l'arroser, et puis avec ce principe de chaleur et d'humidité, ça va venir attendrir les fibres du bois. OK. Donc le bois va devenir un petit peu plus souple. Oui. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir mettre un câble qui va venir ici, qui va venir compresser, Oui. qui va venir écraser. Et puis en fait, ben, naturellement, le bois va venir se cintrer. Et ensuite, on pourra mettre des cercles dessus, à l'autre côté, pour venir bloquer le tonneau. Oui, oui. Donc, cette première partie, c'est vraiment, on cherche que de la mise en condition mécanique du bois, juste pour pouvoir le cintrer. Parce que s'il est froid, qu'on serre, il va casser. OK. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le mettre en condition. Et une fois qu'on l'a cintré, on va le remettre sur le feu. Et effectivement, à ce moment-là, on va venir chauffer le tonneau. Oui. Et en fonction de l'intensité de la chauffe, la durée de la chauffe, on va obtenir des panels aromatiques qui seront différents. Voilà. Et ça, je trouve super intéressant. Je disais qu'ici, c'est la plus longue, alors que c'est la plus blanche. Mais c'est aussi des recherches, parce que la durée de la chauffe va impacter le côté gustatif du fût, puisque il faut imaginer ça comme si c'était le bois, comme si c'était un steak, par exemple. Donc, si on a une poêle qui est très chaude, on vient mettre le steak dessus, il va brûler, il va cramer, Oui. mais à l'intérieur, il reste bleu, voire saignant au mieux. Et lorsque le vigneron va venir mettre le vin dans le fût, le vin va rentrer dans le bois sur à peu près 6 mm. Donc, si je fais une chauffe qui est trop courte, il va y avoir une qualité gustative aromatique qui sera sur 2-3 mm. OK. Mais ça veut dire que derrière, il y a encore 3-4 mm qui ne seront pas chauffés. Et c'est là où on risque d'avoir des aromatiques un petit peu, justement, bois, planche, Ah, OK. qui ne seront Oui. pas très gracieux et Oui. qui ne seront pas très valorisants pour le vin. Oui. Donc, c'est important de prendre le temps sur les chauffes pour que la chauffe puisse pénétrer un petit peu dans le bois et qu'on ait une qualité gustative qui soit intéressante. Donc, celle-là, elle est très longue, puisqu'en plus de ça, c'est une chauffe qui est blanche. Donc, elle ne va pas donner beaucoup d'aromatiques boisés. Et justement, on risquerait d'avoir ce côté un peu disgracieux qui se développerait. OK. Voilà. Et aussi, plus on va chauffer longtemps un fût, et plus les tanins vont s'éliminer. Donc, moins l'apport tannique sera conséquent. Et donc, justement, sur des chauffes qui sont très légères comme ça, c'est important de ne pas avoir trop de tanins, parce que ça, souvent, on va les mettre sur des blancs ou sur des rouges où on cherche à laisser le fruit s'exprimer. OK. Et s'il y a trop de tanins, ça peut apporter justement un côté un peu lourd et qui ne serait pas très intéressant. Oui. Oui, parce que je me suis demandé, par exemple,
exemple. Exemple. Si tu as du chardonnay et tu le veux mettre dans une barrique, Mhm. quel est le chauffage mieux? Alors, pour le chardonnay, Entre en général, c'est un cépage qui a beaucoup de caractère. Oui, Et donc, il peut supporter des chauffes oui, un peu plus intenses. Mais ok. effectivement, en général, moi, pour le chardonnay, j'irais plutôt ici. Ou ici, si vraiment on a un chardonnay qui a déjà, sur une année très solaire, qui a beaucoup de Ok. caractère, Oui, oui, beaucoup de sucre, oui, ça peut aller dessus. oui. Maintenant, nous, par exemple, on a un assemblage en chenin savagnin. Mhm. On le fait avec cette chauffe-là. Ok. Voilà. Parce que c'est important de ne pas aller chercher trop fort, parce que sinon ça risque de prendre un peu le pas sur le Sur les raisin, en fait. raisins, oui, oui. Et puis, ça serait un peu dommage. Ah oui. Mais par exemple, ici, c'est un peu une chauffe traditionnelle bourguignonne. Donc, effectivement, sur les pinots noirs, ça va super bien. Sur même les gamay, on est assez content aussi. Voilà, donc. Et puis ici, c'est vrai que c'est une chauffe qui est un peu plus intense encore. Ça va donner un côté un peu épicé au Ok. vin. Oui, oui. Donc, ça peut aller super bien dans des assemblages, par exemple. Quand on a plusieurs fûts et qu'on veut juste relever un petit peu Ok. justement avoir ce côté un peu épicé. Oui, oui. Alors, il faut des cépages qui ont déjà un peu de matière pour supporter, mais Mhm. par exemple sur des merlots, des cabernets, ça peut aller dessus. Voilà. Ok. Le chêne français, le chêne suisse ou le chêne Oui, américain. oui. Donc, c'est bon? Ou tu veux Oui, reposer la non, question? je pense que c'est bon, c'est Ok. bon. Alors, donc effectivement, le chêne américain, donc on appelle ça chêne, mais c'est déjà une sous-espèce du chêne. Voilà, Ah, c'est ok, pas les mêmes oui. chênes que ce qu'on va utiliser, c'est pas uniquement parce qu'ils poussent sur le sol américain, Mhm. parce qu'on trouve des chênes américains aussi un petit peu dans le coin. Le chêne américain, c'est vraiment une espèce de chêne. Nous, sur ce qu'on appelle les chênes français, chênes suisses, ça va être des chênes qu'on utilise pour la tonnerie, qu'on appelle sessiles ou pédonculés. Ok. C'est les noms scientifiques. Donc ça, c'est vraiment une espèce à part. Effectivement, après en termes gustatifs, on va avoir ce côté souvent assez vanille. C'est des bois qui sont très expressifs en termes aromatiques. Mhm, mhm. Ensuite, la différence entre le chêne français et le chêne suisse, euh, la différence, elle n'est pas flagrante, parce que souvent, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le chêne, lui, il ne sait pas qu'il y a des frontières géopolitiques, donc il n'a pas conscience d'être d'un côté ou de l'autre du Jura. Ouais. Par contre, effectivement, il y a une grosse différence au niveau des sols, donc, mais ça se vaut partout sur le territoire. Donc en fonction Oui, de chaque forêt, effectivement, il y aura des sols qui seront différents, oui, et on aura des propriétés gustatives qui peuvent être un petit peu différentes aussi. C'est pour ça qu'en France, on parle notamment de la forêt de Tronchet, la forêt de l'Allier, etc., etc. oui. Et donc nous, on peut le voir un petit peu déjà sur la couleur du bois, entre par exemple des bois qui sont à Neuchâtel ou des bois qui sont à Payerne, qui sont vraiment juste d'un côté et de l'autre du lac. Oui, oui. Donc les bois de Neuchâtel ont une tendance à être un petit peu plus rosés, un peu plus... Ah, voilà. ok. Oui. Et puis tandis que ceux de Payerne auront tendance à être un petit peu plus jaunâtres, voilà, un petit peu plus Ok. jaune. Et donc ça, après, on est encore en train de rechercher les différences aromatiques entre chaque forêt. Euh, Mais on voit effectivement qu'il y a certaines forêts sur lesquelles on peut avoir des profils peut-être légèrement plus sucrés, enfin Oui, des impressions de sucre, oui, oui. impression de sucrosité en bouche. Et voilà. Mais effectivement, la différence, elle n'est pas d'un pays à l'autre, elle est plutôt au niveau des sols Le qu'il y a sol, en oui, dessous. Bah, on oui. le voit bien avec la vigne. Hein. Et Si voilà, je entre vois à bien. 200 mètres près, on a déjà Ouais, deux ouais, terrains qui sont différents et on ouais, a deux qualités gustatives qui sont différentes, ouais, forcément, au niveau des bois, on l'a aussi. Ouais. ouais. Donc c'est le vigne sont sur divers, sols divers Mhm. et altitudes diverses, ça change complètement, Totalement. Ouais. complètement. Et ici encore plus, parce qu'on a vraiment dans les environs, on a des sols qui sont totalement... Il y Di- a des tonnes et des tonnes de sols différents. Ah voilà, C'est très riche, les Côtes de l'Orbe pour ça, on a vraiment oui, plein de sols différents. oui. Donc oui, oui, c'est très intéressant. Ah, c'est super intéressant. Ah voilà, ici on peut regarder Ouais, la profondité de de la la chauffe. chauffe. Ouais, Ouais, exactement. Ouais. ouais. Donc, on a, après la chauffe, donc,
on va venir travailler la tête du tonneau avec donc ici le chanfrein. Et à l'intérieur, ici, on a une rainure qui s'appelle le jable. Et en fait, cette rainure-là, elle va pouvoir venir accueillir le fond après. Donc, les fonds, eux, ils sont assemblés avec des tourillons, comme ça. Donc, entre chaque pièce, il y a des tourillons pour les assembler. Il n'y a pas de colle aussi, hein, encore une fois. C'est vraiment juste pressé. Et en plus de ça, entre chaque pièce, on va avoir une feuille de jonc marin, comme ça. Et en fait, là, le jonc, il va nous faire un effet de barrage au liquide. Il va permettre que ce soit étanche. Parce que ce qui marche bien ici, c'est le fait d'avoir des angles, et que la compression des cercles, qui vient bien presser. Tandis qu'ici, c'est vraiment juste des angles droits qui viennent faire ça. C'est plus difficile d'avoir quelque chose d'étanche. Donc ça vient faire l'étanchéité entre chaque pièce. Tac. Voilà. Tac. Et une fois qu'on a fait ça, le fond, il est taillé donc en biseau. Et en fait, il va venir faire un effet de pince avec le jable. Et c'est juste cette pince qui va garantir l'étanchéité du fond. Donc, normalement... Oui, pardon. Man kann hier sehr gut sehen, wie das Holz geröstet wurde. Das sieht man hier jetzt gut. Voilà. Et donc, normalement, après, dans le jable, on va venir mettre une pâte. C'est vraiment juste de la farine et de l'eau qu'on mélange pour faire un joint d'étanchéité dans le fond. Mais là, on ne va pas le faire comme c'est une barrique de démonstration. Donc là, l'objectif, c'est qu'on va venir mettre le fond dans le jable. Là, j'ai un outil qui vient faire un crochet. Ah, voilà, oui. J'attrape le fond, on lève, et après... Et puis on va venir un peu taper. Alors, c'est pas serré à fond, mais après le cercle de tête, ça va devenir tout compressé, et puis le fond va venir être étanche. Cool. Das ist so cool. Gut. Und hier ist das Loch. Wenn das Barrique liegt, wird hier der Wein reingefüllt und hier wird er auch wieder rausgenommen. Und das ist die einzige Öffnung, die ein Barrique hat, wenn es fertig ist. Une fois qu'on a mis les fonds, on va tester l'étanchéité. Donc on va mettre un petit peu d'eau dedans, un peu d'air comprimé, pour avoir les conditions d'utilisation, comme en rocher. Et puis donc, si tout est étanche, c'est super. Et puis dans ces cas-là, on passe aux finitions. Et donc là, on va venir poncer le fût pour qu'il soit propre, tout beau. On va mettre les cercles définitifs. Voilà. Elles sont très belles. Et puis ensuite, on peut encore faire un gravage au laser. Comme ici, c'était DVC, mais la même chose, en plus propre pour les clients, avec leur logo, et etc. tout. Tout ce qu'ils ont envie, on peut faire. Oui. Le fond. Le fond aussi ou... Alors, nous, pas forcément. Enfin, on le fait pas normalement. Après, si les vignerons ils veulent qu'on les chauffe, dans ces cas-là, on les chauffe. Mais on le fait pas systématiquement. Ok. Mais effectivement, le fond peut apporter aussi encore certaines aromatiques. Oui. Donc, effectivement. Cool.